Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'avoir répondu au rendez-vous de ce tout premier webinaire Pharma Débat, réalisé par la revue Pharma et les rencontres de l'officine. Aujourd'hui, notre événement se déroule avec le soutien du GERS, mais également du groupe Ma Pharmacie Référence. Je vous propose, sans plus attendre, de vous présenter nos deux invités qui vont aujourd'hui échanger sur les chiffres clés du trafic officinal au cours du confinement, mais également à l'issue de celui-ci, afin de faire un point sur l'évolution de l'activité de votre profession. Notre premier invité est Monsieur David Cyr. Il est le directeur adjoint du GERS. Pour mémoire, le GERS, c'est le groupement pour l'élaboration et la réalisation de statistiques qui fournit depuis 45 ans des indicateurs de pilotage et de performance aux acteurs du monde pharmaceutique pour leur permettre d'anticiper au mieux leur avenir. David Cyr, bonjour. Bonjour François, ravi d'être parmi vous. Bonjour Lucien. Et puis, notre second invité pour débattre avec David Cyr aujourd'hui, Monsieur Lucien Bénatan, président du groupe Pharmacie Référence, acteur incontournable de la santé depuis 1991. Il va échanger, nous apporter son point de vue, le point de vue de la profession sur les chiffres du GERS, dans le cadre d'un échange qui s'annonce passionnant. Bonjour Lucien Bénatan. Bonjour François, bonjour David. Merci pour votre présence. Je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet avec notre première slide. David Cyr, votre première slide porte sur l'évolution du trafic en officine. Nous vous écoutons. Donc, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous. L'idée du trafic, c'est de montrer sur ce mapping et sur l'attitude et les comportements des différentes pharmacies, voir comment ça a évolué pendant cette crise sanitaire. C'est vrai que le réseau de santé de proximité a montré toutes ces valeurs pendant le confinement, la capacité à accueillir 2 fois plus de patients du jour au lendemain et ensuite de pouvoir gérer toutes les inquiétudes des uns et des autres. Et ce trafic a été clairement révolutionné par cette période de confinement et on voit encore sur le déconfinement. Quand on regarde ces 6 profils de pharmacie, si je les fais dans l'ordre, on a l'officine de proximité, qui est plutôt des officines de taille en termes de chiffre d'affaires plutôt modeste, plutôt en rural ou en plein milieu de Paris. Là, on voit que sur ces pharmacies-là, pendant le confinement, la baisse du trafic était importante. Et c'est vrai que pendant justement ces 2 dernières semaines de déconfinement, on voit que le trafic est quasiment revenu à la normale, moins 5% par rapport à l'année dernière. Ça représente aujourd'hui à peu près 16% des pharmacies. Si je prends au nord, non pas au nord de la France, mais au nord du graphique, les pharmacies éthiques au sens plutôt centrées sur le remboursable, beaucoup plus centrées sur l'accompagnement du patient au quotidien, plutôt dans des villes de taille plutôt petite, rurales, dans lesquelles il y a peu de pharmacies en proximité. Là, le trafic est revenu quasiment à la normale par rapport à l'année dernière, à la même époque, on est à moins 3%. En miroir de ce profil-là, l'opportuniste, on est plutôt dans des villes de France de petite taille, sur des chiffres d'affaires autour de 1,5 million, 1,6 million en TTC, plutôt aussi dans les déserts médicaux. On le verra tout à l'heure, effectivement, on a eu une baisse du trafic chez les médecins avec la capacité pour le réseau de renouveler les ordonnances. Là aussi, on a un retour du trafic qui est quasiment le même que celui de l'année dernière, on est à moins 6. De l'autre côté du mapping, 3 autres profils. Le contemporain, donc plutôt des pharmacies entre 2 millions et 3 millions, voire certaines au-dessus de 7 millions, très centrées sur le médicament remboursable, très centrées aussi sur des pathologies très chroniques ou complexes, type VIH, hépatite C, cancer. Et là, on a encore un trafic qui est en recul par rapport à l'année dernière, moins 8%. Et ensuite, 2 autres profils très poches en termes de retour de trafic, c'est les multispécialistes et l'entreprise, plutôt dans les grandes villes, dans lesquelles effectivement on a beaucoup de concurrents, où on a eu aussi des migrations de population, des changements, de la sédentarité qui est encore présente. Tout le monde n'a pas repris le chemin physique du travail en entreprise. Et dans ces 2 profils de pharmacie, donc autour de 3 millions à plus de 7 millions, on a encore un trafic qui est très en dessous de ce qu'il était l'année dernière, puisqu'on est en moyenne à moins 16% sur ces 2 profils, sachant que on va aller d'un quasi retour à l'équilibre pour certains
à du moins 50, moins 60% en termes de trafic pour d'autres. Parfait. Merci David pour cette description segmentée, cette approche également marketing. Lucien Benathan, une réaction par rapport à ces évolutions de trafic? Écoutez, je crois que le graphe parle de lui-même, hein. On se rend compte en fait que, évidemment, le confinement a joué à plein régime et que les pharmacies de proximité on va entre guillemets dire qu'elles ont profité du confinement. En tous les cas, elles ont moins souffert, elles ont participé, comme les autres d'ailleurs, au combat qui devait être mené. Mais j'allais dire, avantage proximité, avantage peut-être à la disponibilité. Je pense à certaines pharmacies qui étaient en centres commerciaux, qui étaient eux-mêmes fermés, donc qui avaient un véritable problème d'accès. Et donc, j'allais dire, cette crise a peut-être révélé la nécessité, en tous les cas le rôle du pharmacien dans un système de santé de proximité et la notion de disponibilité de proximité qui était devenue essentielle. Parfait. Alors, on a déjà une question de notre public, une question qui est double. Vous avez déjà répondu à la première, qui était la première partie de cette question, quelles sont les officines qui ont le mieux résisté. En revanche, la seconde partie de la question nous intéresse également. Comment les groupements se sont-ils mobilisés spécifiquement dans ce contexte? Alors, je vais parler du mien, mais je peux parler de plusieurs autres, puisqu'on était tous en relation. On va dire les présidents de groupement. Vous savez, pour les groupements, il a fallu tout de suite réagir. Ceux qui pouvaient le faire et qui ont pu le faire. D'abord, il fallait protéger nos collaborateurs, protéger les collaborateurs des officines et les officinaux eux-mêmes. Donc, équipement des officines, système d'hygiaphone, système d'isolement au niveau des comptoirs, fourniture de masques, même s'il ne protégeait qu'à 70% au niveau des 3 microns, mais au moins permettre à ses collaborateurs et à ses pharmaciens d'agir. Ensuite, c'était bien sûr la course au gel, la course au masque, la signalisation et la signalétique dans les officines, ne pas toucher les produits, l'organiser, le parcours du client, le parcours du patient. Nous avons créé une newsletter tous les soirs où on leur adressait toutes les nouveautés en termes législation, et Dieu sait qu'elle a varié et bougé pendant toute cette législation. Et puis aussi le soutien moral, on a mis à la disposition de nos confrères des professionnels de santé pour les aider, le soutien moral, le soutien aussi financier lorsqu'il a fallu le faire, activer tous les leviers qui ont permis à nos confrères de supporter à la fois la baisse, d'abord l'augmentation de fréquentation, puis la baisse d'activité, et puis les préparer sur l'avenir. Voilà. Très bien. Donc, sur cette première question d'évolution, on comprend à vous entendre tous les deux qu'effectivement, le réseau officinal a répondu dans un contexte très compliqué, vers l'interne comme vers l'externe, et en particulier législatif. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Plus spécifiquement, j'aimerais maintenant qu'on aborde, si vous le voulez bien, le cas plus précis d'un accompagnement, celui des patients souffrant de maladies chroniques. C'est votre deuxième slide, David Cyr. Donc, l'une des grandes questions qui a été soulevée par les autorités, c'était effectivement la capacité à permettre au réseau officinal de prolonger les ordonnances au-delà de quelques mois si elles étaient périmées. Et donc, l'enjeu de ce graphique, c'est de regarder en faisant des cumuls 4 semaines glissantes pour gommer l'effet stock de la fameuse semaine 12 qui est je pense, la plus grosse journée de l'officine sur les 10-15 dernières années, voire même, je pense, pendant un bout de temps, et de regarder un peu ce que ça donne sur la prescription, sur la délivrance sur ordonnance. Et on voit que dès mi-avril, fin avril, sur la délivrance de produits sur ordonnance, on rentre dans le négatif. Principalement peut-être aussi lié à la baisse des consultations, à la baisse des nouveaux diagnostics. Mais c'est vrai que dès la semaine 16, donc il y a 4-5 semaines par rapport
aujourd'hui, on voit qu'on est descendu jusqu'à moins 15% par rapport à la délivrance de produits sur prescription. Et on remonte petit à petit jusqu'à l'équilibre. Mais l'enjeu des semaines à venir va être effectivement comment rattraper, si tant est qu'on peut parler de rattrapage, sur le soin, sur la prise en charge des patients. Et j'ai le sentiment que le pharmacien va avoir un rôle encore plus important dans les semaines à venir de l'accompagnement du patient, le fait de le réorienter aussi vers le médecin pour le suivi. Et c'est vrai que de voir que en faisant des cumuls de semaines, on est encore à moins 7% sur la délivrance et le chiffre d'affaires sur prescription, et effectivement, sans être inquiétant, montre qu'il y a un besoin d'un rééquilibrage sur ce point-là. Parfait, donc on comprend effectivement hein, sur votre graphique et au travers de votre commentaire que la reprise est amorcée, la tendance est bonne, mais pas totale. En tout cas, pour l'heure, on n'est pas revenu à des niveaux pré-crise. Du point de vue de cette évolution et puis de ce qu'il y a à faire compte tenu de l'importance du sujet pour les officinaux, Lucien Benathan, quel serait votre avis, votre commentaire? Bon, très clairement, dire les malades chroniques qui n'ont pas disparu. Donc les malades chroniques qui sont là, malheureusement, ils ont décalé. Alors d'abord, ils ont surconsommé, puis après, ils ont décalé. Et aujourd'hui, on souffre de quoi? On souffre d'une désorganisation de la médecine de ville et des médecins généralistes, c'est la première chose, qui n'ont pas tous repris le travail ou quand ils commencent à le reprendre, ils le reprennent dans des conditions qui sont difficiles. Et puis, très clairement, aujourd'hui, les malades chroniques nous attendent. C'est peut-être à nous aujourd'hui de réouvrir les portes de nos bureaux de confidentialité, de nos bureaux de consultation et de nos bureaux d'entretien pour peut-être relancer une dynamique encore une fois, de médecine de proximité et que le pharmacien soit l'acteur de santé au service de ces patients chroniques. Il est clair qu'on ne peut pas, nous, faire revenir les prescriptions, mais c'est peut-être en donnant le sentiment qu'il n'y a pas de danger à se rendre en officine, il n'y a pas de danger à se rendre dans les cabinets médicaux, que l'on va redonner confiance et relancer un petit peu la mécanique. Je ne suis pas sûr non plus, il y a une autre question derrière qui se cache, je ne suis pas sûr qu'on revienne dans le monde d'avant, à savoir une consommation permanente et peut-être importante de la médecine de ville et de la pharmacie comme ça se faisait les chiffres de l'année dernière, par exemple, David, ou des autres années. Je pense qu'on rentre dans une consommation responsable, y compris en matière de santé. Alors vous évoquiez, juste avant cet élément, vous évoquiez le fait de rassurer. On a une première question chat ici à propos de cette confiance et de rassurer. Comment rassurer mes patients chroniques dans la perspective d'une éventuelle hospitalisation? On est dans une autre forme de rôle du pharmacien, mais comment voyez-vous cet élément? Je pense, je ne sais pas si le pharmacien qui pose la question a pu visiter les hôpitaux aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir à partir du moment où on doit se faire hospitaliser. Je sais que tous les services Covid sont bien séparés des autres services. C'est de se rendre dans un lieu public comme un autre. Donc, c'est la protection, c'est le masque, c'est les gestes barrières. Et dans les services hospitaliers, on est tout à fait prêt aujourd'hui à accueillir tous les patients qui doivent se faire hospitaliser, opérer ou autres, dans des meilleures conditions. Je crois qu'il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. C'est aujourd'hui, justement, expliquons à nos patients que d'abord, quand ils rentrent dans notre officine, ils doivent porter un masque et que dès lors qu'on fréquente un lieu public, on doit porter un masque et on doit utiliser tous les gestes barrières. Sur les masques, il y a quand même eu un vrai problème de communication et de la profession et de l'ensemble des pouvoirs publics.
j'ai eu du mal, moi, en tant que pharmacien, professionnel de santé, à expliquer à des patients qu'une maladie qui se propageait par voie aérienne ne méritait pas le masque. Mais bon. Alors, ça nous emmènerait très loin. Je vous sens avide de nous en parler, mais ça nous emmènerait très loin. On est un peu pris par le temps. Peut-être que ça fera l'objet d'une discussion dans notre. Il fallait faire de la santé, pas de la politique. Réponse, il y aurait beaucoup à dire. Merci beaucoup, Lucien. Une autre question, alors là, qui est très, je dirais, pointue, qui descend dans le détail pour vous, David Cyr. Peut-être avez-vous ces éléments-là à nous donner. Quels sont les médecins spécialistes qui ont eu le moins de baisse de consultation et en miroir, quels sont ceux dont l'activité reprend le plus rapidement? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Oui, bien sûr. On a observé à travers notre observatoire de données en vraie vie que les spécialités qui ont, je vais dire surfé, même si le terme est un peu cavalier, le mieux cette période de confinement reste les psychiatres. Qui ont très fortement utilisé la téléconsultation et qui ont eu une baisse de trafic la plus modeste. Les spécialités qui ont eu une baisse de trafic radicale dès les premières semaines, c'est les cardiologues, les diabétologues, les dermatos, les gynécos, les gastros. Et quand je dis de manière importante, c'est que pour donner un ordre de grandeur, c'est le moins 70, moins 80. Si je fais rien qu'un focus sur les dentistes, on est passé en dessous des moins 95%. Donc c'est vrai qu'il y a des spécialités où au final, ça s'est reporté sur le médecin généraliste qui est passé du coup de médecin généraliste à omnipraticien, puisque on a constaté même à travers les diagnostics, c'est l'arrivée de plus de diagnostics d'épilepsie, de neuro, de diabéto, parce que effectivement la baisse de trafic chez les spécialistes était plus important. Donc le retour en cardio est très important. Dès l'annonce du Premier ministre du retour en déconfinement pour le 11 mai, donc semaine 17-18, on a eu un retour du trafic chez les cardios, chez les diabétos. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, chez les pédiatres aussi, les spécialités aujourd'hui qui sont encore en fort recul, c'est gynéco, dermato et gastro. Merci beaucoup David Cyr. Alors, on doit clore cette séquence, mais une question néanmoins reçue sur le chat et qui est en lien avec l'évolution, je dirais même l'évolution du modèle. Une question pour Lucien Benathan. Vous parliez tout à l'heure de consommation responsable, qui est une expression qui semble-t-il fait réagir. Est-ce pour vous une opportunité pour faire de la pharmacie un vrai fournisseur de solutions de santé de premier recours? C'est une évidence. Je veux dire, aujourd'hui, on parle de refonder le système de santé mais c'est une évidence. Aujourd'hui, la pharmacie, je veux dire, le pharmacien était le seul acteur de santé présent, ouvert, disponible pendant cette crise. Je veux dire, l'acteur de santé de premier recours dans tout un système de santé qui était quelque peu désorganisé. Donc très clairement, aujourd'hui, la voie nous est grande ouverte. L'acteur de santé de premier recours, l'acteur de santé peut-être qui sera demain celui qui va prendre en charge les soins non programmés. Je milite pour l'acteur de santé prescripteur dans le cadre de certaines pathologies. Donc évidemment, c'est l'avenir de la pharmacie de demain qui s'est dessiné à l'occasion de cette crise, mais qui était évidente pour beaucoup de pharmaciens. Merci beaucoup Lucien Benathan. Alors effectivement, on a énormément de questions. Tous ces échanges et ces chiffres suscitent des réactions. On doit avancer malheureusement, on doit avancer au thème suivant. On y reviendra peut-être dans la séquence questions-réponses. Notre thème suivant, David Cyr, parle du télésoin et des perspectives du télésoin en officine. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à la lumière des données que vous manipulez? Donc c'est vrai que quand on regarde et on peut pas s'empêcher de mettre en regard le télésoin qui va démarrer en officine en regard de la téléconsultation en médecine générale. Le trafic a été éprouvé aussi en médecine générale. Pour reprendre ce que disait Lucien,
probablement en le disant moins bien que ce qu'il a fait, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on s'est rendu compte dans le système de santé que chacun faisait ce que potentiellement les autres auraient dû faire. On a vu qu'on avait des surcharges aux urgences parce que, je parle avant Covid, parce que effectivement les médecins de ville étaient débordés et que les médecins de ville étaient débordés parce que probablement il y avait une surconsommation de la consultation et peut-être que la rationalisation et le fait de se dire bah voilà, en fait on a suspendu le temps pendant 2 mois. Or pour les pharmaciens qui ont été très soumis à des fortes tensions nerveuses, mais au-delà de ça, c'est de se dire bah voilà, est-ce qu'on pourrait pas remettre de l'ordre par rapport à la hiérarchie et au parcours de soins, considérant qu'effectivement, ce qu'a montré la pharmacie pendant cette période-là, c'est que c'était le professionnel de santé le plus accessible sur tout le territoire et ouvert quasiment 7/7, 24/24, si je tire le trait jusqu'au bout. Quand on regarde sur la médecine générale et la baisse du trafic, on voit que quand même elle est descendue très bas. Pour prendre un miroir, au mois d'août, qui est en France le mois le plus creux en termes d'activité en médecine générale, le mois d'août, c'est quasiment moins 30% sur la France. C'est-à-dire que en fait, cette année, on va avoir 2 ou 3 mois d'août sur 12 mois en termes de trafic. Et malgré la téléconsultation en médecine générale n'existait quasiment pas au sens usage du terme avant le confinement. Il a explosé au sens positif du terme très rapidement sur le mois de mars pour arriver jusqu'à 27% des consultations qui étaient faites à distance à travers la téléconsultation. Et puis petit à petit, il redescend pour être à moins 12% la semaine dernière. Donc 10% aujourd'hui des consultations en médecine générale sont faites en téléconsultation. Sachant que sur ces téléconsultations, on estime aujourd'hui 5% d'entre elles sont réalisées à l'origine par l'accompagnement du pharmacien. C'est-à-dire qu'on a toute une population qui a besoin d'accompagnement. C'est pas que c'est compliqué, c'est juste effectivement montrer comment on le fait, montrer comment ça va, et ça montre aussi que on va commencer, ça veut pas dire que ça n'existait pas, mais à créer du lien, à créer de l'intelligence au sens latin du terme. C'est voilà, il y a besoin de fédérer davantage et dans son rôle d'acteur de santé, la pharmacie a tout à fait sa place en termes d'aiguillage, en termes d'accompagnement patient, de manière à ce que ça soit le plus fluide possible et que ça permette aussi aux pharmaciens de mettre en place un certain nombre de services et du coup le télésoin. Alors effectivement, on voit bien que là aussi on est sur des questions de reconception du parcours, de changement, peut-être même de changement de paradigme. Avant même votre commentaire, Lucien Benathan, une question du public qui réagit fortement également à ces thèmes. Donc nous avons observé une hausse des téléconsultations durant la période forte de confinement, ce qui est confirmé par les chiffres de David Cyr. Notre participant vous demande, Lucien Benathan, quelle est votre vision sur le fait que les médecins généralistes ou spécialistes vont développer eux-mêmes la téléconsultation? Ils vont essayer de développer la téléconsultation pour peut-être élargir leur champ d'activité, mais on voit bien que, David l'a dit tout à l'heure, la téléconsultation ne va pas se faire. La téléconsultation du patient qui va lui-même contacter son médecin et avoir un simple, ça s'appelle pas de la téléconsultation, ça s'appelle un échange WhatsApp ou un échange avec un professionnel de santé. La téléconsultation avec véritable recherche d'un diagnostic ne pourra se faire qu'en présence d'un professionnel de santé et du pharmacien, parce que je ne vois pas d'autres professionnels de santé agir dans ce domaine. Donc oui, et je pense que de toutes les façons, le niveau de téléconsultation plafonnera autour de 10 à 15%. Le patient, le client, le patient a besoin d'un contact humain. Et plus le pharmacien va développer son rôle de premier recours, et moins il y aura besoin de cette téléconsultation qui n'entraîne pas de diagnostic. Parfait. Alors, question qui anime beaucoup la profession, et je vous propose de rebondir sur ce thème avec un premier sondage. Donc, c'est une séquence sondage, donc séquence interactive dans ce webinaire.
Nous vous proposons de répondre à la question suivante. Êtes-vous prêt vous-même à vous investir dans le télésoin? Vous avez environ 15 secondes pour répondre et ensuite nous débattrons sur ces résultats. Pendant le vote, François, je vous en prie. si tu veux bien une précision, François, télésoin, c'est pour tout ce qui n'est pas médecin. J'allais vous poser la question. Voilà. Voilà, soyons clairs, télémédecine, téléconsultation, télésoins, c'est pas la même chose. Donc vous précisez-vous, Lucien, au travers de cette intervention, la hiérarchie de tout ça et les sous-ensembles. Tout à fait. Télémédecine, téléconsultation, c'est dédié aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes. Le télésoin est dédié à toutes les professions dites paramédicales, à savoir infirmières, kinés et pharmaciens, entre autres. Donc le télésoin est plus large que la téléconsultation. Et diététicienne. Donc des modalités et qui sont dédiées. Parfait. Merci beaucoup pour ces précisions qui peut-être auront éclairé nos répondants, notamment, donc notre public. Vous êtes très nombreux à suivre ce webinaire et on vous en remercie par la même occasion. Passons aux résultats. Est-ce que nous avons les résultats de ce vote? Eh bien voilà, donc vous les voyez s'afficher. 66% de nos répondants nous précisent qu'effectivement ils sont prêts à s'investir dans le télésoin en officine, donc télésoin plus large que la stricte rapport à la téléconsultation, comme on vient de le voir avec Lucien. 2% ne souhaitent pas y aller et 32% ne souhaitent pas y aller dans l'immédiat. Donc c'est peut-être plutôt un report ou une volonté de mieux connaître le sujet ou de maîtriser les outils, que sais-je. En tout cas, c'est pas non, c'est plutôt oui, mais pas tout de suite. Un commentaire, messieurs, sur les résultats de ce sondage. David? Moi, je trouve que c'est toujours excessivement intéressant. Ce que ça montre aussi, c'est qu'on reste un pays latin et du coup, aujourd'hui, tant que le télésoin, la téléconsulte, ce que vous mettez en numérique n'aura pas l'image du physique, au final, posera toujours aujourd'hui questionnement. Ce qui va être intéressant aussi, c'est quand on va regarder les différences en termes d'usage et ce que ça produit entre une téléconsultation, si je reste sur le côté médecin, et une consultation physique. Ça permettra de se dire à un moment donné, est-ce qu'on est égal à égal quand on est en digital versus en présentiel. C'est vrai qu'on reste beaucoup dans la proximité, le besoin de contact, même si on est à distance de plus en plus importante, 1 mètre, 1,50 m. C'est vrai que c'est de se voir comment ça évolue, mais est-ce que c'est surprenant que un tiers soit plutôt attentiste et regarde comment ça évolue? Je pense que c'est aussi la nature humaine entre la volonté de démarrer tout de suite et la volonté de regarder. Lucien Bénatan, vous... Rien n'empêche le pharmacien aujourd'hui de se lancer dans le télésoin. Donc c'est formidable que 2 tiers, moi je regarde toujours le sondage du bon côté, 2 tiers des pharmaciens sont prêts à y aller. Et il faut y aller. Qu'est-ce qu'attendent? Lorsque vous délivrez une ordonnance pour un diabétique et que vous avez un renouvellement dans 3 mois, est-ce qu'il ne faut pas proposer un télésoin à ce diabétique entre le jour J et le jour J90 pour lui permettre d'être en relation avec un professionnel de santé, voir s'il n'y a pas des choses à moduler, s'il n'y a pas des compléments à apporter au traitement qui lui a été prescrit. Par ailleurs, lorsque vous proposez le télésoin, ça peut être une autre voie du télésoin, c'est permettre à vos clients, patients, aidants, tous ceux qui passent dans les officines, de pouvoir prendre rendez-vous avec son pharmacien pour l'interroger sur j'ai une fièvre, j'ai ceci, j'ai cela, qu'est-ce que vous en pensez? Et je pense que on a là une voie royale pour initier l'acte du pharmacien référent premier recours. Il y a le médecin référent, nous allons créer le pharmacien référent à travers ces télésoins. Il faut y aller et c'est bien qu'aujourd'hui, 2 tiers des confrères aient envie d'y aller. Très bien. Et n'attendons pas le remboursement, n'attendons pas que ça soit conventionné. Vous savez, les patients, oui je sais, je parle, mais les patients vous proposeront, vous diront combien je vous dois, docteur. Et à ce moment-là, le pharmacien, vous savez que c'est 1 € la minute. Bien, alors,
votre positionnement, notamment lié au fait que Pharmacie Référence s'est très versé dans la digitalisation de l'officine et que ce sont des sujets qui vous animent, vous avez également un positionnement finalement sur l'évolution de la relation, y compris de la relation financière, donc qui est votre position. En tout cas, effectivement, on peut conclure rien que dans ce court sondage qu'il y a, si on regarde le côté positif des choses, une majorité de pharmaciens qui sont prêts à franchir ce pas et à faire évoluer à la fois la pratique, les outils et même, je dirais, le circuit de santé. Je vous propose, et merci pour ces éléments, je vous propose à présent de passer à notre quatrième et avant-dernière slide. Si vous le voulez bien, David Cyr, ici on parle du poids, de l'évolution de l'activité conseil et santé familiale dans le contexte très particulier de la crise sanitaire du Covid-19. On a voulu, à travers cette slide, au-delà de regarder le panel d'éventail de couleurs qu'on pouvait mettre sur cette santé familiale et la nutrition en pharmacie, de mettre en exergue en plein confinement et en bas du graphique sur les promesses à travers la segmentation qui est faite par la base Claude Bernard, de pouvoir voir quels sont les segments qui ont été le plus conseillés par le pharmacien et qui répondaient aussi à des attentes fortes du consommateur, du patient. Et je pense que d'un point de vue sociétal, sans rentrer dans les discussions, c'est excessivement intéressant. On voit en plein période de confinement des segments qui ont été en forte dynamique, ou du moins qui ont gagné des places sur un marché qui était en décroissance. C'est le tonus et la vitalité, c'est le sommeil, c'est les brûlures d'estomac, c'est tout ce qui va toucher au stress, c'est les huiles essentielles, c'est l'immunité et la défense naturelle. Donc, on a vu que c'était un besoin pour le patient de prendre en charge sa santé, mais l'intérieur de sa santé. On n'est pas tant dans le paraître, on est dans l'intérieur, dans la psychologie et dans le besoin de préserver aussi bien son corps et son âme. Et quand on regarde sur les deux semaines qui ont précédé le déconfinement et la première semaine de déconfinement, on voit que on est aussi principalement sur les mêmes segments, à savoir le sommeil qui a gagné des places. On va avoir le stress aussi qui a gagné des places, la nutrition, principalement la nutrition infantile, la constipation, et puis des segments qui sont entre guillemets atemporels, comme les jambes lourdes, qui sont certes en croissance négative, en décroissance par rapport à l'année dernière, mais moins qu'un certain nombre d'autres segments. Et donc, on voit sur l'hygiène quotidienne, et on voit justement dans ces segments qui représentent 45% de la santé familiale et de la nutrition, le besoin d'être plus serein à l'intérieur et de pousser cette santé, cette naturalité au cours des semaines à venir et des mois à venir, probablement. Très bien. Alors, au travers de ces chiffres, est-ce qu'on peut dire, David Cyr, deux grandes idées, la pharmacie, valeur refuge en période très perturbée pour ma santé, et puis la seconde idée sur laquelle je vous demanderai, Lucien Benato, de réagir, parce que j'imagine que ça vous fera réagir. On parle plus seulement ici de venir se soigner, de se faire guérir, mais de rester en bonne santé. C'est pour ça que valeur refuge, je reprendrai bien l'idée, mais du coup, je la trouve un petit peu connotée péjorativement. Autant pour moi. Non, mais c'est pas pour taquiner, mais c'est la pharmacie, c'est l'endroit où il faut aller pour prendre en soin sa santé, mais pas uniquement dans la notion curatif, mais aussi préventif. On l'a vu aujourd'hui, on a été quand même, peut-être un peu moins maintenant, mais clairement dans une autorité, dans une dictature de la communication. C'est tout le monde reprenait tout ce qui passait au quotidien sur toutes les chaînes. On l'a vu sur le sevrage, on l'a vu sur sur la chloroquine, on l'a vu sur l'azithromycine, on l'a vu sur plein de sujets. Tout partait très très vite. Et donc le point de contact, le premier point de contact est l'officine. Et dans le parcours de santé, probablement, ce qui va changer dans le monde d'après, c'est que le premier point de contact pour justement prendre en charge sa santé, aussi bien en préventif qu'en curatif, ça ne peut être que aujourd'hui la pharmacie. Et je dis pas ça parce que vous êtes plus nombreux que moi et je suis tout seul, mais du coup c'est une conviction et c'est ce que montre aujourd'hui la prise en charge
du conseil, aussi bien sur les ordonnances que sur le conseil associé. Lucien Benathan, vous abondez votre réaction. Je sens à votre gestuelle que vous avez quelque chose à dire. Oui, non, mais je vais dire comme les supporters du PSG face à l'OM. Et ils sont où Amazon? Et ils sont où les GMS? Et ils sont où tous ces vendeurs de vernis à ongles et de brosses à coiffer les cheveux et autres? Voilà. Nous avons là l'acteur de santé de premier recours. Ce sont les clients, les patients et les gens en bonne santé qui nous l'ont expliqué. On a là l'ensemble des segments sur lesquels ils nous attendent en tant qu'acteurs de santé dans un système de santé pour préserver et pour soigner. Parfait. Merci pour cette synthèse, Lucien Benathan. Je vous propose à présent d'avancer sur notre dernier sujet, notre dernière séquence, la 5e et dernière séquence. Là, il s'agit de parler des tendances et de l'évolution des tendances entre 2019 et 2020, des constats chiffrés, étayés, David Cyr, grâce à vos données, et puis des perspectives. Là, j'aime beaucoup la question, j'aimais bien aussi les autres questions, mais en fait, ce qui a changé, c'est aussi le regard qu'a le réseau officinal, les entreprises de médicaments, enfin tout le monde sur le temps qui file. Pendant longtemps, on analysait les chiffres d'il y a un mois et demi, puis arrivé le confinement, et donc on voulait tous savoir qu'est-ce qui s'était passé, du coup la semaine dernière, voire hier, et de plus en plus on s'interroge sur comment ça va revenir demain et quelle est la dynamique. Et on voit que petit à petit, on était dans un train-train quotidien où on se disait, au final, la prédiction de demain n'est rien d'autre que l'accumulation du passé. Là, voilà, on repart un petit peu from scratch et c'est ultra difficile encore. On est à la troisième semaine de déconfinement. Donc, il faut laisser encore un petit peu de semaines pour que les nouvelles habitudes prennent. C'est vrai que les premiers chiffres, on est quasiment quand même à la fin du mois de mai, et globalement, je prends pas beaucoup de risques à montrer un atterrissage sur la fin du mois de mai, mais globalement, le mois de mai sera pas bon en termes de trafic dans l'officine, malgré le besoin autour du 11 mai d'avoir des gants, d'avoir des masques, d'avoir du gel hydroalcoolique. Mais on a aussi toute une partie de la population qui a peur de sortir, qui a peur de se resociabiliser, de crainte d'avoir le Covid. On voit dans les questionnements qu'on se pose sur est-ce que je dois consulter le médecin généraliste, un peu de rationalisation, c'est est-ce qu'il est opportun aujourd'hui d'y aller parce que j'ai le nez qui coule. Je caricature, mais c'est vraiment dans les mœurs et ça va rentrer en ligne de compte. Après, il faut avoir en tête que le mois de mai, cette année, a quand même 2 jours ouvrés de moins que l'année dernière, donc ça aura forcément un impact négatif par rapport à ça. Le mois de juin, l'avantage de l'année dernière, c'est qu'il était globalement pas bon. Donc ça donne de l'espoir, même si c'est toujours pas bon de faire du plus sur du moins. Pour le moral, c'est bon. Il y a 2 jours aussi ouvrés de plus. Donc ça va être vraiment le mois de juin qui va donner le là sur la reprise de l'activité et qui va expliquer comment vont rejouer les parcours vis-à-vis des pharmaciens. L'enjeu, comme le disait tout à l'heure Lucien, par rapport à d'autres circuits de distribution, c'est de se dire, voilà, le pharmacien va avoir un rôle de conseil, un rôle de reconnaissance, un point probablement sociétal qui va se poser, c'est j'ai besoin d'être reconnu quand je rentre dans l'officine, qui plus est avec un masque qui va cacher selon la tête des uns et des autres 60-70% du visage, et j'ai besoin quand je rentre dans l'officine, qu'en fait qu'on me reconnaisse, qu'on m'identifie et qu'on dise voilà, en fait vous n'êtes pas un individu lambda, vous êtes vous-même et voilà comment je vais pouvoir vous accompagner et c'est ce qui fera probablement la valeur de l'officine demain sur la totalité du réseau. Alors, que les gestes barrières ne deviennent pas des barrières sociales, c'est votre dernier thème. David Cyr, une réaction, Lucien Benathan? Moi, j'ai envie de dire, si je réfléchis à l'avenir en tant qu'officinal, je me dis déjà, et je crois qu'on l'a répété, il va y avoir une crise économique. Il y a des gens qui sont soucieux aujourd'hui. Il y a une crise sociale, on parle de chômage de masse importante. Donc, la consommation pour la consommation telle qu'on l'a connue,
Ça m'étonnerait que ça revienne de sitôt. Première chose. Deuxième chose, je pense que on va en effet, comme l'a dit David, vers une consommation responsable, presque millimétrée. Est-ce que j'ai besoin de ce produit, est-ce que j'en ai pas? Et on va s'appuyer d'abord sur le premier point de vente santé ouvert, qui est la pharmacie. Donc, pour le pharmacien que je suis, je réfléchirais d'abord à mon offre produit. Quelle offre produit? Quels sont les produits que je vais proposer par moment de vie? Quelle qualité de produit? Quel engagement je vais prendre vis-à-vis de mes clients, patients et consommateurs? C'est tout ça qui va faire que demain, peut-être, la consommation reviendra à la normale. Donc, changement également des pratiques. Changement côté patient sur leur conception et leur approche. Changement, évolution des pratiques du côté du praticien. Il y a intérêt. Je pense que, ce que vous nous dites. Je pense que le marketing produit ne va pas. C'est fini les beaux jours du marketing produit. On est là aujourd'hui sur la relation entre le professionnel, la confiance qui s'est établie. Il faut maintenant surfer sur cette vague-là et faire des propositions en matière de gamme, en matière de produits, en matière de services qui amplifient ce phénomène de confiance et qui fassent que nous soyons encore et toujours la première porte d'entrée. Très bien, merci beaucoup, merci à vous deux pour vos commentaires sur l'évolution, sur les perspectives. Alors, afin de continuer à débattre de l'avenir, des perspectives qui se profilent pour la profession de pharmacien d'officine, je souhaiterais, et je ne pouvais pas décemment faire autrement, je crois, aborder une mutation potentiellement importante et également en lien avec la crise Covid-19, c'est celle des TROD, des tests rapides d'orientation diagnostique. Alors, vous le savez, pour ceux qui suivent le sujet, un nouvel avenant à la convention pharmaceutique, spécifiquement relative au TROD de l'angine, qui a été signé en septembre dernier, et donc qui fixe les conditions d'emploi et même la rémunération du pharmacien sur ce qui s'apparente finalement à une nouvelle mission, ce qui est pour la réalisation de ces TROD à compter du 1er janvier 2020. Alors, on est au tout début du sujet, on n'a évidemment pas beaucoup de recul, néanmoins, on aimerait poser la question donc à nos participants, donc c'est une séquence de sondage, comme le premier que vous avez fait tout à l'heure. La question qui vous est posée est très simple dans cette séquence de sondage. Les TROD Covid-19 en officine, est-ce que vous êtes plutôt pour ou est-ce que vous êtes plutôt contre? 15 secondes à nouveau pour répondre à ce sondage et puis sur la base de vos réponses, on aura un échange, un débat avec David Cyr et Lucien Benathan. La question s'affiche pour que vous puissiez répondre. Est-ce que d'ores et déjà, l'un ou l'autre, vous avez des premiers retours, des tendances, des avis, des rumeurs? Comment est-ce que l'arrivée de ces TROD, des TROD Covid-19 est perçue en officine parmi vos contacts? Lucien, Benathan, David Cyr, qui veut répondre? Parmi nos adhérents, nous on a fait un sondage auprès de nos adhérents. Je ne vais pas influencer celui-ci. Il y a simplement que nos adhérents sont favorables, soit à délivrer des autotests, soit à pratiquer eux-mêmes le test en officine. Voilà. Après, maintenant, je sais que la pression des biologistes est telle que le ministre ne prend pas, ne met pas en place le décret. Voilà. Et puis, il y a un argument qui est avancé, qui est un petit peu fallacieux. On a peur si on met les tests en officine, on a peur d'une affluence de patients atteints du Covid en officine. Donc, on crée les clusters. Mais c'est mieux de vendre 500 millions de tests à Bouygues et de créer les clusters chez Bouygues. Hein, c'est peut-être ça, oui. Alors, on reconnaît bien votre approche, Lucien Benathan. Bien sûr. Je comprends. Je vous propose, néanmoins, merci pour ce commentaire. Je vous propose, si les résultats sont disponibles, d'aller les lire. Alors voilà, ils s'affichent normalement sur votre écran. 79% de nos répondants sont pour, 5% considèrent que c'est incompatible avec l'activité officinale. Et puis, comme tout à l'heure, finalement, une réponse qui est plutôt de l'ordre qui n'est pas non, qui est plutôt oui, mais sous condition, ou oui, mais plus tard.
encore peut-être une conviction à affirmer et un travail d'évangélisation, si j'ose dire, de la part des acteurs. Un commentaire, David Cyr, je vous donne la parole, un commentaire sur ces chiffres, cette réaction à l'arrivée du trot de Covid-19 en officine. Du coup, je vais voler la priorité à Lucien, mais c'est vrai que du coup, 79 de favorables, ça conforte ce que montre le réseau depuis le début. Il est d'une résilience impeccable, que ce soit dans la gestion du paracétamol quand il a fallu gérer, que ce soit dans le respect des contraintes sur les gels hydroalcooliques, que ce soit sur les enfin, sur plein de sujets. Et dans une prise en charge de la santé de premier recours, les TROD Covid-19 rentrent probablement dans le principe comme va rentrer la vaccination, comme va rentrer un certain nombre d'éléments, mais ça nécessite une organisation, ça nécessite un accompagnement. Mais c'est vrai que par rapport aux missions et à ce qu'on voit évoluer dans les pratiques, le 80% est tout à fait en adéquation avec ce qu'on peut observer. Lucien Benathan, votre réaction sur ce résultat? Non, je ne vois pas grand-chose à rajouter. Je dis simplement que c'est satisfaisant. Malheureusement, on attend la parution de ce décret. Les pharmaciens sont prêts. Oui, David, il faut que le pharmacien soit équipé. Enfin, c'est une gouttelette de sang à poser sur une languette. Le pharmacien est équipé d'un masque ou d'une visière. Le patient dans le bureau pendant 10 minutes ou 15 minutes, de même avec son masque et sa visière. On va pas prendre de risques fantastiques, je veux dire, aux pharmaciens ou à l'équipe officinale. Donc, il n'y a plus que le décret. Voilà. Attendons le décret. Parfait, attendons le décret. Merci beaucoup. Question évidemment centrale sur l'évolution des pratiques et plus généralement du parcours de soins. On va voir si on reçoit des questions spécifiquement là-dessus. On est légèrement en retard sur le programme. Je vous propose de passer sans plus attendre aux questions-réponses, à notre séquence de questions-réponses. Elles sont nombreuses, on n'aura malheureusement pas le temps de toutes les traiter. Je vous rappelle que ces questions ont été posées sur notre boîte à questions mise en ligne dès mardi dernier, et puis également via le chat que propose notre outil de webinar tout au long de ce live. Une première question, alors qui est là relativement, dont on attend une réponse chiffrée. David Cyr, est-ce que vous avez des éléments sur la question suivante? Depuis mars, sait-on combien d'officines ou une proportion se sont lancées dans le télésoin? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? C'est encore compliqué parce que je ne suis pas sûr que le point de départ soit début mars par rapport au télésoin. On regarde, non. Ce qu'on observe, c'est plutôt en dessous de 5% des officines encore aujourd'hui. Et se sont lancés dans le télésoin. On est vraiment au tout début. Enfin, j'espère au tout début, parce que déjà on est au point culminant. Du coup. Vous parlez de télésoins, c'est équipement téléconsultation, c'est ça? Alors là, on a formulé télésoins et peut-être doit-on le prendre au sens le plus large. Je sais que vous êtes extrêmement attentif aux définitions. Votre vision groupement, Lucien Benathan. Alors chez nous, voilà, je vous explique. Chez nous, nous pratiquons des consultations de diététiciennes. Et ben pendant le confinement, on a entretenu les consultations diététiciennes à travers du télésoin. Et donc nos diététiciennes, pratiquement une fois par semaine dans à peu près une centaine de pharmacies, une fois par semaine étaient en lien avec 8 patients par jour qu'elles ont entretenus. Donc on a entretenu le service diététicienne, qui était un service physique, on l'a entretenu à travers le télésoin. Et ça a très bien marché. Merci pour cette approche in vivo, je dirais, sur le terrain également côté groupement. Une deuxième question qui nous a été envoyée, alors je vous la pose à vous, Lucien Benathan, en premier lieu. Je sais qu'elle va vous animer. À l'occasion de la crise sanitaire Covid-19, estimez-vous que les pharmaciens d'officine ont été valorisés en tant qu'acteurs de la chaîne de réponse sanitaire? Valorisés, disons qu'on a eu besoin d'eux.
On a eu besoin d'eux, donc on a senti les ministres de la Santé nous aimer à partir d'un certain moment. Pas tout le temps. La population, oui. La population, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Par contre, je me rappellerai toujours de ce discours du Premier ministre en présence, c'était juste avant la sortie du confinement, en présence du ministre de la Santé, lorsque on lui dit « Mais les masques seront-ils distribués par les pharmaciens ?» Il répète 2 fois par les GMS. Et là, j'ai vu toute la considération de la classe politique envers du pharmacien renaître. Et en fait, non, moi j'ai traduit ça comme étant à nouveau la mainmise du ministère de l'économie et des finances sur le ministère de la Santé. C'est tout. Nous avons un ministère qui est sous tutelle depuis tant d'années. Et bon, avec des questions. Dès la crise passée, eh ben on a vu ressurgir le ministère de la GMS. Bien, merci Lucien Benathan. Sur cette question, avant de passer à notre troisième et dernière question, sur cette même question, David Cyr, une réaction sur la considération, la place accordée, la valorisation du pharmacien d'officine? Je pense que c'est toujours compliqué d'y répondre à cette question. La pharmacie, elle a fait le job. Et l'ensemble des acteurs, autorités compris, ils l'ont constaté. Je l'évoquais tout à l'heure, que ce soit sur le paracétamol, que ce soit sur l'ensemble des produits, que ce soit le sevrage tabagique, enfin sur tous les sujets, la pharmacie a montré. Peut-être que sur les masques, je pense le sujet hautement sensible, c'était plus de se dire, voilà, est-ce que la GMS était capable d'acheter mieux, beaucoup plus rapidement une grande quantité de masques que l'éclectisme ou du réseau officinal. Ça a peut-être aussi rentré en ligne de compte sur la discussion, mais globalement, je pense que le réseau officinal sort grandi. Alors ça transparaît pas ni dans les slides qui étaient regroupés avec en abus de langage avec les buralistes, avec un certain nombre d'éléments, mais globalement dans les faits, ça a montré que quand il y avait un sujet épineux, que ce soit la dispensation des masques aux professionnels de santé, que ce soit peut-être des points de détail où certains diront quand il n'y avait pas le choix, il fallait qu'on passe par le réseau officinal, mais au final, que ce soit par positivisme ou par obligation, au final, le réseau a répondu présent et il sortira grandi quoi qu'il arrive. Vous diriez sur cette question que globalement, la reconnaissance qu'on n'a pas eue par le corps administratif et politique et gouvernemental, on l'a eu par l'homme de la rue, la population, les patients? On l'a eu par tout le monde, le gouvernement aussi. Enfin, la communication est complexe, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais globalement, voilà. Aujourd'hui, le métier des pharmaciens, je ne le suis pas et donc du coup, c'est le co-observateur. Le métier de pharmacien, il est fait pour le peuple, il est fait pour l'ensemble des citoyens et la reconnaissance doit venir du peuple, pas du pouvoir, si je peux faire un peu de socio. C'est ça. Alors, de toute façon, notre meilleur allié, c'est le patient. Tant qu'on restera sur le territoire du patient et qu'on ne se placera pas sur le territoire du consommateur. Très bien, merci pour cette précision, cette dichotomie même très précise. Une dernière question, mais qui est une transition toute trouvée, elle était un peu politique évidemment. Je vous la livre telle qu'elle nous a été adressée. Donc, vu le bazar sur les questions des masques et des tests, et si le président Macron vous posait la question, quelles seraient, selon vous, les 3 recommandations à mettre en œuvre dans le réseau officinal pour avancer sereinement et retrouver la confiance, si tant est qu'il y ait une confiance à retrouver. Mais voilà, Lucien Benathan, votre réponse, ou plus exactement, les recommandations si Emmanuel Macron vous posait la question. Oui, la question semble faire valoir qu'il y avait un bazar dans le réseau officinal. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas de bazar dans le réseau officinal. Il y a le bazar tout simplement dans l'organisation. Si moi j'étais le président de Macron, je ferais 5D. Les 5D, c'est facile à retenir. Premièrement, décloisonner. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez compris. Deuxièmement, décentraliser.
moi, j'ai eu l'impression à un moment qu'on avait changé de capitale, qu'on était à Moscou. Tout venait de là, et puis décentralisation. Troisième chose, délégation. Délégation aux libéraux. Délégation aux libéraux, délégation aux pharmaciens. Délégation aux pharmaciens. Le pharmacien, on l'a prouvé, on peut faire autre chose que de rester à attendre une prescription. Quatrième D, le dégraissage. Le dégraissage parce que entre le ministre de la Santé et l'exécutif et l'exécution d'une décision, il y a juste 60 organismes. Donc, ça c'est très simple. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet quand j'étais un tout petit peu plus jeune. Et puis, le dernier point, vous allez comprendre, c'est délier. Enlever les liens entre le ministère de l'économie et des finances qui considère que la santé, c'est un coût, et le ministère de la Santé qui a enfin compris que c'était un investissement. Mais combien de morts faut-il pour comprendre tout ça? Merci pour cette réponse à la fois précise et bon, qui a quelques accents politiques. Vous n'allez pas nous faire une annonce de candidature, quelque chose comme ça sur... Non, je laisse Jean-Marie Bigard le faire. Ce serait très très bon pour nos webinars, mais non, rien de tout ça pour l'instant. Merci. Non, pas encore. Il est toujours temps de nous écrire. Lucien Benathan, merci beaucoup. David Cyr, un commentaire rapidement, en une minute sur cette question. Qu'est-ce que selon vous c'est compliqué. Il y a des très bons conseils. Il y a beaucoup de monde. Je considère que c'est comme si je reprenais l'image, c'est comme en football. Il y a 50 millions d'entraîneurs et au final il en reste qu'un. C'est chacun avec sa posture a une opinion, a un avis avec un certain nombre d'éléments. C'est vrai que on est rentré dans une politique d'opinion et tant que l'opinion dicte les actes, c'est vrai que c'est compliqué de prendre des décisions fortes par rapport à ça. Mais le sujet des trottes Covid-19 et reste un sujet intéressant sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, est-ce qu'il faut un décret, pas un décret, est-ce que l'état de l'art aujourd'hui permet ou permet pas. On voit qu'effectivement il y a besoin de certitude. Au final, on reproduit à court terme le même sujet que les masques. C'est le besoin de clarification rapide et le temps joue contre le réseau, joue contre la compréhension du sujet. On en fait, on n'en fait pas, on va le faire, on va pas le faire. C'est à un moment donné, voilà, faut décider, on le fait, on le fait pas. Mais plus on va attendre, moins il y aura de sens à le faire. Et donc du coup, on se dira, on aurait dû. Et décider, c'est renoncer. En effet, merci beaucoup. Il va être temps pour nous de conclure en un mot, vraiment en un mot, sur l'avenir. Optimiste, pessimiste, chacun votre tour. Lucien Benathan. Si c'est un mot, moi je suis très optimiste. La pharmacie a prouvé que c'était l'acteur d'entrée du système de santé. Donc, toutes les voies sont ouvertes. Dont acte. David Cyr. Optimiste, même si je peux pas m'empêcher de garder un sourire parce que ça va être compliqué par rapport à la crise qui s'annonce malgré tout. Par contre, optimiste de voir, on était convaincu, ou tout le monde était convaincu que le réseau était capable d'être le premier acteur de santé sur le territoire, quelle que soit la région, quel que soit le département, quelle que soit la densité urbaine ou rurale. Et ça, effectivement, c'est source d'optimisme, c'est source de redistribution, c'est source de partage. Et pour finir sur un des dés, autre que David, mais c'est le décloisonnement qu'évoquait Lucien tout à l'heure. Parfait, merci beaucoup. Voilà, cette première édition touche à sa fin. Merci évidemment à nos deux intervenants pour leur témoignage, leurs données et leurs commentaires éclairés, leur participation. Quant à notre cher public qui était nombreux, d'abord on le remercie également. On espère tous que cette première édition vous a plu, qu'elle vous a permis de trouver des informations importantes, nécessaires pour appréhender
le virage du déconfinement de votre officine. Je vous rappelle que ce webinaire est à retrouver dès demain en webcast sur le site de la revue Pharma. Et puis, en attendant une prochaine édition, n'hésitez pas à nous envoyer par mail ou sur le compte Twitter de la revue Pharma vos propositions de thèmes et de questions pour les prochaines éditions. Elles seront étudiées avec la plus grande des attentions. Merci à tous, bonne journée et à bientôt. Merci François, merci Lucien. Merci François, merci.